des moments de vie qui sont assez challengeants, beaucoup de remises en question. Aussi important de dire que c'est pas toujours aussi facile. On peut arriver à des choses en ayant des difficultés, et c'est aussi un message, je pense. Et même si on est destiné à ces choses-là, ça veut pas dire que ça viendra facilement, que tout sera facile, etc. Donc oui, mes études n'étaient pas une partie de plaisir. Et quel a été le déclic pour faire après le switch vers ton autre métier? C'était pas vraiment un déclic, c'était plutôt une claque. Ok. J'ai fait un burn-out. Ok. Mais les métiers que mes parents ont aujourd'hui ne seraient plus accessibles sans diplôme. Donc il y a ça aussi. Tout devient plus concurrentiel, tout devient plus difficile, tout devient plus cher, tout devient plus compliqué. Notre génération, on s'en est rendu compte sans savoir mettre le doigt dessus et sans pouvoir l'expliquer. Et je pense que cette vague de burn-out, elle vient peut-être en partie un petit peu de là aussi. C'est devenu comme aussi quelque chose qu'on entend fort, la liberté, la liberté, la liberté. Et elle a un prix. Et l'intention aussi dans ce podcast, c'était un peu ça, de parler du vrai prix de la liberté. Bonjour, bienvenue dans le podcast Les Voix atypiques. En fait, pourquoi ce podcast ? C'est la deuxième, on va dire, édition, c'est la suite du podcast Le Tech Space. Mais on avait envie de faire quelque chose de plus spécifique. On avait commencé il y a 4 ans, un podcast qui faisait découvrir les métiers de la tech. Ça a été une très belle expérience, mais on n'était pas encore assez, assidus. On a un peu mis de tout dedans et aujourd'hui, on est revenu avec une idée beaucoup plus précise. On voulait vous présenter des parcours différents et vraiment parler de voix choisies par des femmes dans le secteur des STEM. Donc, quand on parle des STEM, c'est vraiment plus large que l'IT. Et mettre en lumière la façon dont elles ont soit décidé de se reconvertir, pris le pas sur leur carrière et sont arrivées aujourd'hui à se créer un métier ou à rentrer dans un secteur où on les voit très peu, tout en étant soit entrepreneuse, soit professionnelle du secteur en tant qu'employée. On veut mettre en avant des reconversions plutôt audacieuses ou des choix qu'on ne voit pas souvent. D'où les voix atypiques. Exact. Le projet, en tout cas, c'est de vous faire comprendre qu'il est tout à fait possible de faire plusieurs choses à la fois, d'être différent dans son parcours, dans la façon dont on atteint ses objectifs, d'oser et d'être une femme dans un métier plus technique que d'autres et réussir à s'épanouir ou trouver d'autres moyens de s'épanouir à travers sa carrière. Donc voilà, on espère que c'est un podcast qui vous plaira, qui pourra répondre à vos questions. Et si vous êtes vous aussi dans un positionnement où vous avez envie de vous lancer dans un secteur qui a l'air peut-être inatteignable pour vous, on espère que les histoires des femmes qu'on mettra ici en avant vous inspireront et vous permettront vous aussi de vous lancer. L'idée de ce podcast, c'est aussi un peu de casser les stéréotypes et de partager avec vous les parcours atypiques du coup, mais aussi de vous donner des conseils, des pistes et peut-être vous ouvrir la voie du succès comme vont le faire nos invités. Du coup, on accueille Emma aujourd'hui. Merci Emma. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Je suis très flattée par cette invitation. Premier exercice aujourd'hui. Ouais. Et ça va ? Pas trop stressée ? Je suis contente d'être avec vous. Le lieu est super et je trouve que c'est une belle opportunité de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. Et j'espère... Cool. Merci d'avoir accepté. Oui, et du coup, avant d'échanger à travers tous les sujets qu'on va aborder, présente-toi. Je vais commencer par mon âge, c'est classique. Donc j'ai 35 ans. Je suis belgo-congolaise. Comme on est autour de la thématique des métiers, moi je suis inspecteur nucléaire. Donc je suis ingénieure dans le secteur de l'énergie. Et en fait, j'ai toujours été passionnée par les sciences. Quand j'étais enfant, toujours comprendre ce qui se passe, pourquoi, les mécanismes derrière, ce qui m'a menée à ce métier d'ingénieur très technique. Tu dis ça avec tellement de facilité. De quoi ? Tu es quand même ingénieur. Oui, après... En plus, spécifiquement le nucléaire. Pourquoi tu as choisi... Comment a commencé Comment j'ai choisi le secteur du nucléaire ? Comment tu as choisi ton parcours académique ? C'est quoi le déclic ? Donc en humanité...
Je prenais beaucoup de plaisir à faire des maths, de la physique. Voilà, c'était vraiment mon truc. C'était un peu... Peut-être il y a des gens, ils font des sudoku, ça leur fait du bien. Mais moi, c'était les maths, trouver pourquoi, comment, et arriver à la bonne réponse. C'est comme si j'arrivais un petit peu à résoudre des mystères. Ok. C'était mon kiff. Puis j'ai commencé, je réparais un petit peu une télécommande qui était cassée, puis démonter mon ordinateur. Il y avait un truc qui n'était pas... Enfin, moi, j'ai commencé un petit peu à utiliser mes mains, en plus de ce questionnement que j'avais en tête. Et puis est venue la question fatidique de « Que vas-tu faire plus tard ?» Et donc, j'étais totalement perdue. J'étais faire un test au PMS. Au PMS, j'ai eu une cote qui est ressortie 7,8 sur 10, ingénierie. Ah ouais? Je ne savais pas du tout ce que c'était. Ok. Et je me suis renseignée. Au fur et à mesure, on m'a dit « Oui, je te vois vraiment bien, ingénieur, etc. » Mais j'avoue que c'était peut-être pas forcément les études auxquelles je pensais. Voilà. Prédestiné, Et oui. tu pensais à quelle étude? Parce que tu me donnes l'impression que tu prenais du plaisir à Ouais. l'exercice, même sans Ouais. avoir conscience de ce que ça te demandait en termes d'énergie, intellectuellement. Parce que après, tu parles des études en eux-mêmes et je vois dans ta réponse que c'était peut-être moins agréable Ouais. que ce que tu vivais en primaire quand tu faisais... On commence fort. Voilà. Mais du coup, j'ai envie de comprendre cette ambivalence, si tu veux bien. Comment on fait pour être de manière évidente destiné à quelque chose et en même temps faire des études qu'on trouve un peu... Est-ce que c'était difficile ou c'était chiant, par exemple, en toute transparence? C'était difficile parce que je ne mettais pas forcément l'énergie pour réussir facilement. Ok. En fait, j'ai tellement toujours eu facile en secondaire sans devoir travailler que quand je suis arrivée à l'UNIF, ça a été un peu la claque. Mais je pense que beaucoup de gens passent par là, en fait. Ouais. Et je suis restée là-dedans. Je me suis dit, pourquoi... Enfin, je faisais tout un peu en dernière minute. Donc, sur les quelques heures, quelques jours avant les examens, c'était toujours très inconfortable. Mais oui, mais alors l'inconfort, c'est pas forcément le sujet, c'était la façon dont tu as appréhendé les études. Ouais. Ok. Ouais. Mais, comment dire? À un moment, j'ai l'impression que je me suis un peu déconnectée de cette envie de résoudre des problèmes, etc. J'étais plus dans le concret. Et c'est pour ça qu'à la fin de mes études, en fait, j'ai choisi la mécanique. Ok. Parce que c'était très concret. Enfin, voilà, on Ouais. parlait de soudure, on parlait d'engrenage. Enfin, ouais, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mais bon, je pense aussi que les études, quelle que soit la thématique des études, c'est des moments de vie qui sont assez C'est difficile. challengeants, beaucoup de remises en question. Et je pense aussi que c'est aussi important de dire que c'est pas toujours aussi facile. C'est ce qu'on croit. Oui, parce qu'en fait, on peut arriver à des choses en ayant des difficultés. Et c'est aussi un Et message, ça je fait pense. partie. Ouais. Non, c'est vrai. De C'est tout pas, à fait vrai. parce que même si on est destiné à quelque chose, bon, il y a toujours du travail, il y a toujours des étapes importantes à réaliser. Et même si on est destiné à ces choses-là, ça ne veut pas dire que ça viendra facilement, que tout sera facile, etc. Donc oui, mes études n'étaient pas une partie de plaisir. Et alors, arrivé au boulot, est-ce que tu es épanouie? Est-ce que là où on te dit 7,8, c'est ta destinée, Ouais. tu y arrives, comment tu te sens? Dans mon métier d'ingénieur. Ouais. Donc déjà, je vais revenir un tout petit peu en arrière, parce que tu m'as demandé comment j'étais arrivée dans le secteur du nucléaire. Oui, c'est vrai. Vas-y. Eh ben, c'est un hasard. Parce qu'en fait, donc j'ai fini... j'étais en dernière année. Et il y avait le forum de l'emploi à l'école. Ouais. Et en fait, il y avait un ancien élève qui était là, qui a dit « Ouais, Emma, ils cherchent des femmes à la centrale nucléaire à Thionge. Tu ne serais pas intéressée de postuler ?» Et j'ai dit « Bah oui, pourquoi pas, on va essayer. » En fait, j'ai fait tout le parcours pour pouvoir être engagée. Et puis, j'ai eu ma proposition d'emploi en mai avant de finir mes études. Ah, donc tu étais encore aux études. Ouais. Je me suis dit, ok, on y va. De toute façon, je ne connais pas bien les différents domaines. Il faut d'abord tester. Et en fait, après, j'ai passé là-bas 9 ans, quoi. 9 ans. Wow. Oui. Et comment... Je me suis sentie quand... Oui. Je suis arrivée dans un programme où c'était plein de jeunes qui commençaient en même temps que moi.
Il y avait une semaine de formation par mois. Et j'ai trouvé ça fantastique. Est-ce que tu pourrais dire que ton métier te stimule intellectuellement? Oui, oui, ça a toujours été le cas. C'est des problématiques et c'est une gymnastique du cerveau, en fait. C'est comme les problèmes de maths. Comprendre, analyser, prendre des décisions rapidement, basées sur des faits techniques. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, mon esprit d'analyse, on va dire, s'affine. Et je pense aussi que, comme dans mes études, je faisais un peu tout en dernière minute. Mais c'est quelque chose qui m'aide aussi parce que même s'il y a un sujet qui arrive, je peux arriver à l'analyser assez rapidement, en fait, à comprendre assez rapidement les enjeux. Et ça, c'est une partie de mon métier, oui, que j'aime bien et que je suis super contente d'avoir développée. Merci Emma. Entre-temps, on a accueilli Catherine. Salut Catherine. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je propose déjà que Emma se représente face à toi, comme ça tu contextualises, et puis tu pourras aussi te présenter. Je m'appelle Emma Emmanuel, j'ai 35 ans. Je suis ingénieure dans le secteur de l'énergie et thérapeute. Ça, je trouve ça assez bref comme présentation. Évidemment que j'ai fait un truc un petit peu plus long avant, mais voilà. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer. Ouais. Moi, c'est Catherine Schmidt. Je suis la fondatrice de Happy Clan. C'est une marketplace qui met en relation les jeunes parents et les parents en devenir avec les professionnels des médecines holistiques de la périnatalité, pré, postnatal et grossesse. Moi, j'ai un parcours un petit peu atypique aussi, dans le sens où je suis sortie en 2009, c'est ça, 2009, ça date, de l'IEX en études de communication. Et là où c'est particulier, c'est qu'évidemment, c'était en 2007, il y a Facebook, tout ça qui est sorti. Donc moi, j'ai fait mes études. À la fin de mes 5 ans d'études, je suis arrivée sur le marché de l'emploi et j'étais déjà obsolète. Parce qu'il y avait des métiers qui n'existaient pas, pour lesquels je venais d'étudier 5 ans, mais community manager, ça n'existait pas, réseaux sociaux, ça n'existait pas. Et donc, en fait, on a dû apprendre sur le tas. En plus, grosse crise, donc ça veut dire que le secteur de la com, c'est quand même un secteur qui en a bien souffert à ce moment-là. Et donc, j'ai fait un parcours relativement classique pendant presque 10 ans, un peu plus que 10 ans même. Et puis, Covid est arrivé. Et au moment du Covid, moi, j'avais quelque chose sur ma bucket list depuis un moment, c'était de faire un MBA. Et c'est difficile parce que socialement, ça demande quand même qu'on s'éloigne. Ça demande un commitment en termes de temps et d'effort. Un MBA en quoi? En communication toujours ou business plutôt? En business, oui. Et alors, j'ai pris cette année-là de Covid pour le faire. Et je l'ai fait ici en Belgique. Je voulais le faire ailleurs d'abord. Et puis finalement, tout s'est fait en distanciel. Et donc j'ai dû un petit peu réassesser mes options. Et donc j'ai décidé de le faire ici en Belgique. Et en fait, le projet sur lequel je travaille aujourd'hui en tant qu'entrepreneur est le projet qui est sorti du MBA au niveau du business plan. Okay. Et donc ça a été très vite pris par un incubateur, un des plus gros incubateurs ici en Belgique. Et puis l'aventure a commencé là. On va revenir surtout sur le pourquoi, ce projet, etc. Oui. Et j'avais quand même envie de te demander, parce que tu dis pendant 10 ans, j'ai eu un parcours classique, mais tu n'as pas précisé le parcours pendant tes 10 ans. Donc, quelle est ta première expérience avant d'être chef d'entreprise? La toute première expérience pour moi, c'était Publicis à Paris, en communication. C'était le stage, c'était dans la coordination internationale de plusieurs marques pour Nestlé, Buitoni et Hot Pockets. On va faire un petit peu de product placement. Mais donc, pour 3 grosses marques que Publicis avait à l'époque, je faisais la coordination entre les différents Publicis locaux dans le monde. C'était pas très créatif. C'était un choc aussi entre ce qui se passait. C'est du management pur, quoi. Ouais, c'était de la coordination même. C'était plus, c'était même pas vraiment. Je manageais pas vraiment une équipe, mais je coordonnais les différentes publicités pour qu'il y ait une cohérence au niveau des publicités qui sortaient sur différents marchés. Par marché, ok. Et ensuite, je suis revenue. Bon, là où c'est un petit peu atypique, c'est que j'ai pris une année off aussi pour rester à Paris. J'ai fait du cinéma, très très différent. Ah ouais. Très atypique. Voilà, très très créa, très
très différent. On sait tous que c'est très très difficile. Clairement. Voilà, c'est extrêmement compliqué pour en vivre, tout particulièrement au début. Donc je suis revenue sur Bruxelles. On a pu te voir quelque part ou... Oh, des petites publicités à gauche à droite, des petites choses comme ça. Qui sont peut-être encore une série qui s'appelle Eurobubble qui avait été créée par 2 super chouettes gars ici en Belgique. Et aussi non, voilà, les débuts, quoi, des petites apparitions à gauche à droite. Et puis je suis revenue en Belgique et en Belgique, j'ai travaillé pour une petite start-up. C'était une succursale. Ils avaient 36 succursales dans le monde entier et eux venaient de s'implanter au Benelux. Et c'était une conciergerie de luxe. Ok. Et donc là, c'était plus marketing aussi, communication. Et puis voilà, différents jobs dans des plus grosses structures, des plus petites structures. Je me suis un petit peu cherchée, j'ai jamais vraiment trouvé ma place. Je savais que être employée, c'était pas vraiment fait pour moi. Mais faire le leap vers l'entrepreneuriat, ça demande quand même un certain courage, ça demande un bon timing. Et puis, il y a eu Apiclan. Et puis, il y a eu Apiclan 10 ans après, ouais. Ok. Et justement, on arrivait au stade où on demandait à Emma quel est le moment où on finit un peu tout ce parcours. Toi, tu nous as déjà un peu expliqué ce qui a été ton parcours professionnel avant le switch au niveau employé et puis entrepreneur. Et pour revenir un peu à ce que Emma, tu disais, à quel moment, donc comment aujourd'hui, à partir du moment où tu es sortie de l'école d'ingénieur, tu arrives à ton poste, comment tu te sens et quel a été le déclic pour faire après le switch vers ton autre métier? C'était pas vraiment un déclic, c'était plutôt une claque. J'ai fait un burn-out. Et je suis vraiment tombée bas et je ne voyais pas du tout comment me relever. À cause de quoi tu as fait un burn-out Tu penses? Je pense. Alors, je pense que ça vient de mon éducation où on m'a appris à toujours être bienveillante avec les autres, à faire attention aux autres, aux besoins des autres, à satisfaire les autres. Et quand je suis arrivée dans mon travail, je me suis dit, OK, mon chef me demande ça, c'est que je dois savoir le faire. Et en fait, à force de toujours dire oui et de ne jamais dire non, le chef, je pense qu'il ne sait pas la limite ou la charge de travail. Si l'employé ne se plaint pas et qu'il fait toujours ce qu'il faut, il continue à le charger. Et je pense personnellement que moi, j'avais cette croyance de me dire je n'ai pas le droit de dire non. Jusqu'au jour où en fait, j'ai été totalement épuisée, plus du tout productive. Plus du tout productive. Tu te reconnaissais plus, quoi. Non, je pleurais tout le temps au boulot. Et puis je me disais, mais qu'est-ce qui arrive? Je me sentais nulle. Est-ce que c'est une surcharge professionnelle ou c'est une perte de sens ou un mélange des deux? Je dirais que c'est une surcharge professionnelle parce qu'à ce moment-là, je ne cherchais pas forcément un sens très important à ma vie professionnelle, quoi. Aujourd'hui, tu es toujours, c'est une partie de toi qui continue, c'est une partie de ta vie professionnelle, donc tu es toujours dans le nucléaire, mais tu fais autre chose. Et pourquoi je pose cette question, et je pense que je vais en revenir aussi à Catherine à ce niveau-là, à quel moment pour vous ça a été essentiel de trouver du sens dans votre travail? À quel moment ça s'est établi comme élément essentiel? Vous voyez ce que je veux dire? Le déclic, quoi. Le passage à l'acte, on n'en peut plus, ça y est. Tu veux enchaîner sur ce que tu disais avant? Allez, j'y vais. Moi, le déclic, en fait, c'est que pendant cette période de burn-out, qui a été assez longue et c'est difficile à accepter quand on passe par là. Déjà, je pense qu'il y a quelques mois où moi, j'acceptais pas. Je me disais, OK, bon, allez, le mois prochain, je retourne, ça va aller. Et à un moment, on est face à soi et on se dit, soit on accepte, on lâche et on accepte ce qui se passe et on va avec le flow. Et on se guérit petit à petit, on avance petit à petit, soit on lutte et en fait, ça n'ira jamais, quoi. Et pendant cette période-là, j'ai fait une thérapie brève systémique. Et ça consiste en quoi? Donc, en fait, j'ai juste tapé dans ma recherche Google, psychologue dans la région où j'étais. Je regardais 2-3 profils, je vois une personne, OK, elle me semble bien, j'appelle, on peut avoir rendez-vous. Mais à aucun moment, je ne pensais que je commençais une thérapie brève systémique. Je pensais simplement que j'allais chez la psy, quoi. Et ça m'a un peu déroutée parce que la première séance, elle parlait beaucoup.
Je me dis, mais c'est bizarre. C'est pas moi qui dois parler normalement. C'est moi. Je me dis, chez les psys, souvent, majoritairement, c'est nous qui parlons. Puis à la fin, elle me dit, ben voilà, ok, ben je vais te demander de faire ça, jusqu'à la prochaine fois, et puis on débrief. Et en fait, c'est un peu tout le concept de la thérapie brève, c'est que comprendre pourquoi il y a un problème qui s'entretient dans le quotidien et mettre des choses en place pour que ça bouge vers l'objectif de la personne qui vient en séance. Et moi, j'ai été subjuguée de voir en quelques séances, j'ai pu vraiment reprendre pied, m'accrocher à nouveau à quelques branches, remonter. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment eu envie de mettre un sens très fort à ma vie, même si, la bienveillance, faire attention aux autres, être présente, ça a toujours été des aspects qui ont fait partie de ma personnalité. Mais là, je me suis dit non, il y a trop de femmes qui souffrent, que je peux voir, des personnes dans mon entourage, etc., qui vivent des vies un peu dénouées de sens, qui peuvent souffrir et qui se disent ok, c'est comme ça, c'est ça la vie en fait, c'est ça, c'est se lever le matin et c'est subir un peu jusqu'à temps qu'on se couche et on recommence le lendemain, et le week-end on aura peut-être une petite pépite de joie, et en fait on se contente de ça. Et je me suis dit non, c'est pas possible, je peux pas, moi avec ce que je sais, ce que j'ai vécu, ne pas faire quelque chose. Et c'est de là que c'est venu en fait. Ok. En ne sachant pas comment j'allais faire du tout. Mais... Pas encore. Ouais. Oui, moi je pense que c'est une question qui est fort générationnelle pour nous. C'est vrai. J'en reviens souvent à comparer les économies dans lesquelles on a grandi et dans lesquelles on vit aujourd'hui. On a grandi dans un monde où finalement, je vais prendre un exemple privé, mais mes parents n'ont pas de diplôme universitaire par exemple, mais ont fait des magnifiques carrières, ont vraiment très bien gagné leur vie. Ils font partie de la classe moyenne supérieure. Ils ont pu nous offrir tout ce dont on a toujours pu avoir besoin. On a été dans les meilleures écoles, on a eu accès on a fait des voyages magnifiques en tant qu'enfant. Et puis on se rend compte que nous, en tant qu'adultes, quand on est rentré dans le monde du travail, on s'est très vite rendu compte qu'en fait, on n'était pas du tout servi les mêmes jeux de cartes, quoi. Nous, on pourrait travailler 10 fois plus, on ne pourra pas s'offrir la même chose. Ouais. Et c'est à cause d'une panoplie de choses. Il y a l'inflation, il y a une économie différente, il y a plus de gens sur la terre. Et, donc, et puis la culture du passage obligatoire à l'université aussi, que nos parents n'ont pas eu. Je pense que ça joue aussi beaucoup. Mais les métiers que mes parents ont aujourd'hui ne seraient plus accessibles sans diplôme. Donc il y a ça aussi. Et donc ça veut dire que tout devient plus concurrentiel, tout devient plus difficile, tout devient plus cher, tout devient plus compliqué. Et je pense que notre génération, on s'en est rendu compte sans savoir mettre le doigt dessus et sans pouvoir l'expliquer. Et je pense que cette vague de burn-out, elle vient peut-être en partie un petit peu de là aussi. C'est de se dire, on comprend tous, on sait tous qu'il y a un truc sur lequel on n'arrive pas à mettre le doigt. C'est très générationnel, c'est vrai. C'est super générationnel, un truc de burn-out. On parle de burn-out à nos grands-parents, pour ceux qui ont encore la chance de les avoir. Ils vous regardent avec des grands yeux. Et j'ai vraiment envie de rebondir sur ce que tu dis, et je suis tout à fait d'accord, parce que cet élan de l'économie à aller vers la performance et accélérer un peu tout, crée quelque chose en nous dans cette génération de demande de performance beaucoup plus importante, mais qui malheureusement ne suit pas de la même manière, parce qu'on a des enjeux, on a des nouveaux challenges qui arrivent en même temps que nous, on est en train de se développer et essayer de trouver notre place. Et oui, il y a une surchauffe sur je dois performer, parce qu'en fait, comment je me distingue de celui qui est à côté. Économiquement, c'est vrai qu'en plus, on est dans des sociétés où, malheureusement ou heureusement, ça dépend de l'angle qu'on prend. En Belgique, aujourd'hui, les études sont accessibles à une forte majorité. Moi, je suis rentrée en droit, on était à 500, juste dans l'UNIF où j'étais, donc Saint-Louis. OK, on sortait peut-être à 50 à la fin des 5 ans, mais on commence à 500. 50 par UNIF, on est quand même aujourd'hui sur tout un lot de jeunes avocats qui sortent et qui n'ont pas les mêmes chances, et pourtant, ils ont tous le même diplôme. Et donc, je comprends tout à fait ce que tu dis, sauf qu'en même temps, là-dedans,
comment tu fais quand même pour expliquer à une société qui est structurée autrement parce qu'elle est structurée pour nos parents. En fait, on a pris un héritage de la société 40, 50, années 60, métier, grosse corporation, où il faut rentrer dedans. Et tu bouges plus. Et tu bouges plus. Surtout. Mais le monde bouge, mais l'innovation arrive. Et tout le monde est un peu perdu là-dedans. Et nous, on doit trouver un peu notre place. Mais du coup, la question du sens revient encore plus fort. Et comment, pour toi, ça s'est révélé, en fait, tu vois ? Comment tu t'es dit, mais là, en fait, faut que je me positionne, tu vois ? Je pense que c'est un peu comme pour Emma. Je ne l'ai pas vraiment vu venir, quoi. C'est juste, c'est une petite voix qui murmure tous les matins et qui te dit, en fait, ton truc, ça manque de sens. Tu es dans une rat race, tu le sais. Il faut dire aussi, moi, quand j'ai commencé à travailler, 2009, on n'avait pas encore accès à tout ce qu'on a accès aujourd'hui. Donc, ça a quand même une expansion au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux et tout ce qu'on peut... Aujourd'hui, on peut vite avoir une thérapie via un podcast ou via des trucs qu'il n'y avait pas à l'époque, quoi. À l'époque, on vivait dans notre bulle. On avait nos parents, nos amis, notre école, et ça, c'était notre réalité. Il n'y avait rien d'autre en dehors de cette réalité. Donc, si tu ne t'y retrouvais pas dans cette réalité, tu n'avais pas de bol, quoi. Si tu ne voulais pas faire la même chose que papa, maman, c'était à toi d'un petit peu triquer ton plan, comme on dit chez nous. Mais très vite, en fait, j'ai très vite su, je le savais, je pense déjà au moment des études, que je ne voulais pas quelque chose de un 9 to 5 classique ou métro boulot dodo avec mes 2,3 enfants. Tu vois, 2,3, ouais, le troisième surprise. Ouais. Le 2,3, parce que c'est les stats à l'époque, en tout cas, c'était 2,2 par an. Mais je le savais, je voulais quelque chose d'un petit peu plus excitant, de plus, tu vois, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, on l'a en nous, mais le terme entrepreneur, je l'avais même pas encore entendu à l'époque, c'était pas un truc. C'est quelque chose qui est venu des États-Unis chez nous, il y a peut-être 10-15 ans, et puis ça c'est... La Belgique, on est quand même toujours un petit peu en retard par rapport au reste. Oui. Et c'est ça, c'est peut-être pas aussi le virus qui vient d'arriver chez nous et tout le monde veut être entrepreneur. Je me pose la question en toute transparence. Oui, je suis en plein dedans, mais ça veut pas dire qu'on soit beaucoup à le penser. C'est vrai, mais tu sais, il y a ce truc culturel où justement, il y a l'effet de mode, ça. Tu veux dire. Il y a un effet comme ça où il y a des matins quand c'est pas facile, je me dis en fait, je suis pas en train de juste de... Mais comme pour tout. De faire, oui, c'est vrai. C'est ça. Est-ce que je suis pas en train de suivre une vague ? Est-ce que c'est vraiment pour moi ? Et en fait, pour répondre à ma propre question, il y a quand je retourne à la possibilité de revenir à un monde, à une réalité pour moi d'employé, je dis non, ça va. Il y a un stress que je prends, mais ça reste quand même quelque chose de, j'ai l'impression, de générationnel. Comment je le vis, c'est besoin d'excitation, besoin de liberté. C'est devenu comme aussi quelque chose qu'on entend fort, la liberté, la liberté, la liberté. Et elle a un prix. Et l'intention aussi dans ce podcast, c'était un peu ça, de parler du vrai prix de la liberté. Je me demande si c'est vraiment la liberté, parce que j'ai jamais été aussi contrainte que depuis que j'ai lancé ma start-up. En termes financiers, parce que bootstrap, la start-up, encore pour l'instant, en ce moment, on est en train de préparer une levée de fonds, mais là pour l'instant c'est du bootstrap. Ça veut dire non à beaucoup d'événements sociaux, ça veut dire non à beaucoup de projets perso, comme des investissements, des choses comme ça. Ça veut dire que c'est du 24/7 en fait. Ma vie, c'est ma start-up c'est ma vie. Et il n'y a plus de limite entre les deux, quoi. Exact. Ça fait 3 ans que je ne suis pas partie en vacances. Donc voilà, j'ai jamais été aussi peu libre finalement en termes de financement peut-être et aussi en termes de temps, mais jamais aussi libre en termes de créativité. Et je me demande si ce qu'on cherche intrinsèquement en tant qu'humain, c'est pas l'expression de nous-mêmes à travers ce qu'on fait au quotidien, plus que la liberté. La liberté, si on a du bol, parce que les stats, c'est quand même 90% des startups se pètent la gueule. Donc, on sait que les stats ne sont pas en notre faveur, mais par contre, ce qu'on ne pourra jamais nous reprendre, c'est ce que ça nous a apporté comme expression de nous-mêmes. Ce qu'on on se développe à une vitesse VV' quand on est entrepreneur, parce qu'on n'a pas le choix, en fait.
Et donc, on apprend plus vite. Les learning curves deviennent de plus en plus petites parce qu'au début, c'est des learning curves de fou quand on commence. Et puis, on se rend compte qu'on n'a pas le luxe de prendre 3 semaines pour apprendre à utiliser un nouvel outil. Ça doit être fait en 5 vidéos YouTube que tu mets en 2.5 vitesse pour que ça aille plus vite. Et en 3 heures, tu sais comment gérer tu sais comment gérer ton outil parce que le lendemain, tu dois onboarder tes stagiaires ou les autres ou les freelances avec qui tu bosses. Et c'est ça, je pense, peut-être qu'on cherche plus que la liberté. Parce que la liberté, moi, je ne l'ai pas encore. Ouais. Plutôt le contraire, même. Après, j'ai le sentiment que la question de la liberté, moi, je l'entends dans ce que tu dis quand tu parles de créativité, de l'expression de soi. Donc, en fait, la liberté, selon l'angle dans lequel tu le prends, on le vit et tu me parles clairement parce que je me sens libre de pouvoir dire « Ah non, ça va se passer comme ça. On va aller dans telle direction et tout. » Et là, je me connecte totalement à toi. Après, la liberté financière, ça, c'est la contrainte de l'entrepreneuriat. Quand tu es un entrepreneur responsable, un minimum, ça veut dire que tu veux payer tes frais, réinvestir ton argent pour la croissance de ton entreprise, etc. Clairement, la liberté financière, c'est le plus gros enjeu, c'est le plus dur à atteindre et à pérenniser. On est en plein dedans aussi avec Pamela. Pour revenir quand même à vos parcours et à cet aspect un peu, ce choix où vous avez fait, ce choix de la liberté d'expression de soi, d'épanouissement, quelle a été la première action ? Moi, je comprends, Emma, que tu t'es dit burn-out, il faut faire quelque chose. Comment tu switches ? Comment tu passes à l'action ? Ouais. Tu vois ? Je pense que je vais répondre quelque chose, mais ça va tout vous parler, je pense. Ouais. La première étape pour moi, avant même d'agir, c'était d'imaginer de manière claire ce que je voulais dans le futur. Le plan. Me dire OK. Et je ne savais pas du tout comment. Je me disais OK, même comment je pourrais y arriver. Moi, je suis ingénieure. Je suis dans un secteur qui est totalement différent. J'ai pas le temps de me former. Voilà, je ne savais pas du tout le chemin, mais je me suis dit, voilà, mon cœur, il parle. C'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux apporter aux femmes, c'est ça que je veux transmettre. Et je me suis visualisée dans le futur. Je me suis visualisée en train de faire des séances de thérapie, en train de former des groupes, etc. Et après, je pense que quand c'est dans notre esprit, tout se déroule petit à petit. Je me suis dit, je ne sais pas, mais j'ai envie de comprendre. Je me suis inscrite à la formation en me disant, OK, je ne sais pas si je saurais tout faire. Mais j'ai fait le premier module. Je me suis dit, je veux savoir, moi, comment ça fonctionne, comment on est arrivé à m'aider, etc. Et puis, à un moment, je me suis dit, OK, bon, là, tu as 6 mois, tu finis tout, tu t'inscris à tout, tu fais un peu le forcing au travail. Et puis, c'est passé. Je me suis dit, OK, tu passes ton examen, je passe mon examen, hop. Et puis après, j'ai été certifiée. Et je me suis dit, je suis certifiée, on va utiliser. Et puis, en fait, petit à petit, le plus important, c'est pas forcément de savoir tous les pas, mais au moins de savoir le pas suivant. Voilà. Et une fois que le pas suivant est fait, le deuxième arrive. Voilà. Catherine, quand tu dis, OK, je l'ai théorisé dans mon MBA, je prends le risque. Et je saute. Parce que toi, en plus, contrairement à Emma, tu es en plein dedans. Emma, elle switch encore. Elle fait les deux. Donc, elle a sa vie... elle tient 2 branches. Voilà, c'est ça. Elle tient 2 branches. Et c'est une situation, honnêtement, que nous, on a fait pendant 4 ans. Bien sûr. Donc, on la comprend. Là, maintenant, moi, je suis en plein dedans. Donc, j'ai complètement stoppé pour la partie consultante cybersec. Je suis en plein entrepreneuriat à 100%. Donc, je comprends ce que tu dis de l'enjeu financier, etc., etc. Encore plus maintenant, parce qu'avant, il y avait ce côté où justement, j'avais encore peut-être fait cette transition de manière moins frontale que toi. Et là, maintenant, de se dire que, en fait, dans 6 mois, ça doit être périn, le chiffre d'affaires doit être d'autant, il faut payer 4, 5, 6, 7 personnes, voilà, il faut produire. Comment tu l'as vécu, toi, de pouvoir se dire, je ne vais pas prendre de coussin, je lâche 10 ans d'expérience ou clairement de belles boîtes, une carrière où de plus en plus tu gagnes en prestige, et je vais à fond dedans. Qu'est-ce que...
Pourquoi à fond, par exemple? Pourquoi pas entre deux branches? Oui. Ça s'est fait complètement par hasard. C'était pas prévu. Donc en fait, le MBA, je l'ai fait en 1 an. Donc là, j'ai pris le temps off et j'ai fait en 1 an, parce que c'est soit tu le fais en 1 an, soit tu le prolonges sur 3 ans. Quand tu bosses à temps plein à côté, j'avais eu une conversation avec mon employeur à l'époque en lui disant, écoute, moi je vais faire un MBA. Généralement, l'entreprise pour laquelle tu travailles participe aux frais, des choses comme ça. Et la situation avec Covid étant incertaine, et peut-être aussi leur vision pour moi dans l'entreprise étant incertaine, ils m'ont dit, écoute, tu le fais, mais c'est à tes frais. Et aussi en termes d'entreprise et d'opportunités au sein de l'entreprise, on ne peut rien te promettre. Okay. Donc je me suis dit, ok, dans ce cas-là, je ne vais pas prolonger ça de 3 ans, parce que ça a un impact aussi sur ma vie privée. C'est tous les jours de la semaine, les samedis inclus, les week-ends tu bosses, puis tu as des examens, tu fais ça pendant 3 ans. Pendant 3 ans, tu mets ta vie sociale quasiment en pause. Et donc je me suis dit, s'il n'y a pas de promesse ou de possibilité d'avancement dans cette entreprise, et alors il n'y a pas de raison que je le fasse sur 3 ans. Je prends une année off et je fais ça à fond. Et donc, j'avais déjà pris une année off pour faire mon MBA à fond. Et en fait, l'objectif après, c'était de retrouver un job et évidemment un step-up de mon expérience précédente. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai postulé à ce fameux incubateur que je parlais tout à l'heure, avec un prototype. J'ai rencontré à une soirée, donc c'est vraiment un concours de circonstances. Je vais à un event parce que le projet du MBA, c'est quand même un truc sur lequel j'ai bossé 3 mois. Le business plan, tu vas quand même en profondeur, tu fais quand même une étude de marché. J'avais fait des études de marché qualitatives, donc j'ai été rencontrer des gens dans toute la Belgique, en Flandre, à Bruxelles, en Wallonie. Je voulais que ce soit représentatif de la Belgique entière. Et donc c'est quand même un projet qui commence à prendre forme lentement. Et tu te dis, moi je me disais à ce moment-là, en fait, il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment un pain et il y a vraiment une solution qui pourrait être mise en place. C'était déjà à Piclan à ce moment-là? Non, ça s'appelait encore It Takes a Village. Takes the Village, ok. Mais c'était le même principe ou pas du tout? Le même principe. Ok. On était sur un business model différent de commission qu'on a changé en business model maintenant d'abonnement. Ok. Mais l'idée, elle vient d'où alors? Parce que c'était pendant ton MBA? Oui, parce que c'est un secteur très spécifique. Oui. Parce qu'on est toutes dans une tranche d'âge où nos amis ont des enfants. Moi, je sais pourquoi j'en ai pas fait tout de suite, plus jeune, parce que mes parents travaillent encore tous les deux. Je suis quelqu'un qui a besoin de m'épanouir aussi professionnellement. J'aurais pas pu rester à la maison et devenir une mère au foyer. Et je savais que la manière dont les choses sont actuellement faites, une école qui finit à 4 heures, mais ton job qui finit à 6 heures, ça n'a pas de sens, clairement. Les pièces du puzzle ne matchaient pas, quoi. Et tu fais un bon signe, c'est pour péter un câble. Oui, voilà, exactement. Et donc, à côté de ça, tu dois avoir une vie sociale, tu dois rester en forme, donc faire du sport et prendre soin de toi, et être folle amoureuse de ton mec et avoir le couple instagrammable. Et en fait, tu cales ça où dans une journée? Comment tu fais? Et donc moi je savais intérieurement que c'était pas possible. Il y avait un truc qui allait craquer là-dedans. Ce soit mon job, soit ma vie privée, soit moi. Tu es très consciente de ça, mais tu sais qu'il y en a beaucoup qui veulent jouer le jeu et qui pensent qu'elles peuvent avoir tout en même temps. Et moi je suis Madame Tableau Excel. Hein. Donc, mais je crois qu'on connaît d'autres comme ça. Oui, je crois qu'on est un peu, peut-être on est un peu tout ça, et c'est ce qui fait. Ouais. Non, mais clairement, et c'est dingue parce que ça me fait plaisir. Je suis très égoïste. Ça me fait plaisir de me rendre compte que je ne suis pas la seule à penser en mode tableau Excel. Et que est-ce qu'on peut m'expliquer? Alors, dans le sens où c'est pas ce genre de choix, de manière très délibérée, de se dire voilà ce que ça demande de rentrer dans cette étape de vie. Et en fait, je suis honnête avec moi-même, pas maintenant. J'ai fait le calcul avec mon tableau Excel. Et je non, comprends mieux. Ça ne matche pas pour le moment. C'est ça. Et c'est peut-être pas une question prioritaire et être confortable avec ça, avec l'idée de se dire ça pourrait être une envie, mais ce n'est pas une priorité. J'ai très peu, en tout cas dans mon milieu et principalement d'un point de vue culturel, j'ai très peu eu la chance de l'entendre. Et moi, c'est quelque chose qu'on m'a martelé ces 7 dernières années où j'ai été très intensive avec ma carrière. Donc, je suis assez... Ça fait du bien. Oui, c'est vraiment faire... pour répondre à ta question, c'est faire un tableau. Voilà, qu'est-ce que moi j'ai besoin pour
pour être en équilibre avec moi-même, me sentir bien. Je sais que j'ai besoin d'autant d'heures dans la semaine pour faire tel sport, ça me coûte autant de temps, mais aussi autant d'argent. Voilà mon salaire, voilà ce que coûte un enfant en termes de temps. Et à un moment donné, tu vois qu'il y a une disparité dans ton... Il y a un trou dans le tableau Excel. Hein, faire le tableau en fonction de ta situation actuelle et de dire, quelle case on enlève ou on masque pour le moment dans Excel, tu vois. Donc, c'est vraiment se dire, visuellement, ça va donner quoi en termes de temps et de finances, quoi. Parce que les deux doivent continuer. Pour moi, pour être un bon parent, tu dois être bien avec toi-même. Et le seul moyen d'être bien avec toi-même, c'est d'avoir le temps, de pouvoir te ressourcer, de pouvoir de temps en temps aller à la salle de sport, de pouvoir prendre soin de toi, de prendre le temps de manger bien. Mais manger bien, ça veut dire cuisiner des aliments frais, ça prend du temps. Enfin, tu vois, tu peux pas les stocker pour la semaine, tu dois les acheter frais parce que c'est tout en fait. Et donc à un moment donné, c'est soit tu as de l'aide, soit tu as des parents qui bossent plus qui peuvent t'aider, soit ton compagnon a des parents qui peuvent t'aider, soit c'est pas le cas parce que tes parents bossent encore, mais alors à un moment donné, something's got to give, quoi. Et ta réponse à tout ça, c'est lancer un business dans la parentalité tout en décidant de ne pas l'être. Ça, c'était la réponse de pourquoi ce projet-là, parce que j'ai beaucoup d'amis, évidemment, quand j'ai commencé le projet, qui commençaient à avoir des enfants, et j'ai vu l'impact que ça avait sur leur bien-être et aussi sur le couple. Donc des couples très harmonieux, tout d'un coup il y avait une désharmonie, et pourtant c'était tous des gens éduqués, qui gagnaient bien leur vie, qui avaient leur famille, qui vivaient en Belgique. Et donc je me suis dit, mais en fait c'est quoi le problème ? Il est où le problème ? Parce que ces gens, a priori de l'extérieur, ils ont tout. Ils ont les moyens, ils ont l'amour, ils ont la famille, ils ont la santé. Pourquoi est-ce que c'est si difficile alors que c'est le truc qu'on fait depuis l'existence de toujours, quoi, tu vois ? Peut-être toutes les casquettes. Toutes les casquettes. Et il y en a 3 qui se rajoutent d'un coup. Et l'isolement. Ce qui est ressorti, c'est l'isolement. On vit dans une société où on est complètement isolé. On avait l'habitude de vivre en tribu, en communauté. Et aujourd'hui, on est tous explosés. On vit chacun dans nos petits 4 murs. Et c'est chacun un peu son problème. T'entends le bébé du voisin pleurer, mais ça te casse les oreilles et t'appelles la police plutôt que de monter, d'aller voir et dire tiens, est-ce que t'aurais pas besoin d'un coup de main. C'est un petit peu la mentalité dans laquelle on vit. Et donc en fait, ce qui est sorti de cette étude de marché qualitative, c'était vraiment un problème d'isolement et les gens se sentent seuls. Et donc c'est pour ça qu'au début, donc, ça s'appelait d'un problème, d'un manque. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on regroupe via la plateforme toutes les personnes qui peuvent ramener du soutien mais émotionnel et spirituel, pas juste l'aspect médical. Ça reste gynécologique et sage-femme et hôpital. Et oui, les chiffres sont bons, vous êtes en bonne santé, votre bébé pèse le bon poids, tout va bien. Mais tout le reste, quelqu'un qui est là pour t'écouter, quelqu'un qui est là pour te faire un massage, quelqu'un qui est là pour te soutenir psychologiquement dans cette nouvelle transition de vie, quelqu'un qui est là pour... Parce que tu as tout ton équilibre shift au sein d'un couple. Donc, quelle est ta nouvelle place en tant que mari, en tant que femme, en tant que frère ou sœur, si vous avez déjà un premier enfant? Tout l'équilibre reshift, mais il n'y a personne qui en parle. Il y a personne qui... Et pourtant, ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de corps de métiers qui existent et qui ont du mal à en vivre, comme des doulas, des experts en lactation, des experts en séances Rebozo, des gens qui font de l'aide au niveau... Enfin voilà, plein de choses au niveau des médecines alternatives. Tu as décidé de tout mettre ensemble. Et peut-être que c'est encore la même forme de question, mais je me dis, et je crois vraiment que c'est un élément fondamental quand tu entreprends, et que c'est finalement l'essence qui fait que tu continues, même quand c'est dur, et que tu as parlé de certains challenges en tant qu'entrepreneur, c'est quand même cette idée que toi, tu as décidé que c'était ta mission. Pourquoi celle-là ? Tu vois, je veux dire qu'en tant qu'entrepreneur, clairement, on constate qu'il y a, comme tu as dit, un pain that needs to be responded. Et toi, tu décides que tu veux répondre à ce problème-là. Et surtout d'entreprendre dans ça. Pourquoi ? Tu vois, qu'est-ce qui... Tu vois, en dehors de l'avoir observé et d'avoir vraiment des amis, il y a tellement de problèmes auxquels tu aurais pu répondre autrement. Oui, c'est ça. Ça va paraître super cliché, mais c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est le projet qui m'a choisi. Et c'est pas le premier projet que j'essaye d'entreprendre. Donc moi j'ai fait d'autres essais au préalable.
J'avais fait une formation dans une école de commerce ici à Bruxelles aussi, qui permet des courtes formations sur l'entrepreneuriat. Et j'avais essayé de lancer une marque de gaufres. Parce que voilà, le marketing autour des gaufres est plus à faire. C'est connu dans le monde entier comme un des produits belges les plus connus. Par contre, ça manque au niveau de la diversité du goût. On a 300 marques de bière. C'est vrai. On est connu pour 3 choses culinairement, les frites, les gaufres et la bière, et le chocolat. Et donc, en termes de bière, on a plus de 300 goûts. En termes de chocolat, c'est à l'infini. Par contre, en gaufre, on a une gaufre à la vanille sucre, quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, si je faisais une large au même titre que les bières, plein de goûts différents, ou les chocolats, plein de goûts différents. Et donc, j'avais commencé à démarcher les différentes chaînes de production, me renseigner à ce niveau-là. Et c'était pas fait pour moi, en fait. Ouais, ça t'a saoulée? C'est pas que ça m'a saoulée, c'est que c'était il y a un moment déjà, je pense que c'était il y a bien 10 ans. Donc le monde des startups n'était pas ce que c'était aujourd'hui, donc j'étais très seule. Des gros moyens peut-être. Et tu as besoin d'énormément de moyens parce que tu es dans l'agroalimentaire, donc tu dois faire ta date limite de conservation, tu dois faire des tests en laboratoire, tu dois pour tes étiquettes savoir quelle est la durée de vie de ton produit. Et je connaissais pas l'écosystème de l'entrepreneuriat, donc je savais pas par où commencer parce qu'il y a personne dans mon entourage qui est entrepreneur. J'ai des indépendants, mais pas des entrepreneurs. C'est quand même différent. C'est pas la même chose. C'est bien de nuancer ces deux termes-là, effectivement. Tu pourrais nous donner, pour toi, l'élément essentiel qui fait passer une personne d'indépendant à un réel entrepreneur? L'indépendant vend son expertise et son temps. Exactement. L'entrepreneur crée un produit, un service qui vend et qui peut se vendre pendant qu'il dort. Et donc, c'est un revenu passif. L'indépendant n'a pas de revenu passif. Sauf si, à un moment donné, il package son service et son expertise et qu'il la vend. Mais... On parlait de ça dans le train avec Emma. On est d'accord que... je ne sais pas, c'est une question ouverte. Moi, je pense être passée de l'indépendant à l'entrepreneur graduellement, parce que je vendais mon expertise dans la cybersécurité en tant que consultante, et tout doucement à créer un produit et un service de reconversion vers ces métiers-là, qui fait qu'aujourd'hui, je peux justement répondre à cette définition. Et il y a ce truc où soit tu sautes un peu directement dans le produit comme toi tu as fait, soit tu passes de ce mode un peu indépendant qui vend des services de consultance, que ce soit de la thérapie, etc. Et je fais cette transition parce que je sais qu'Emma, tu as justement cette phase entrepreneuriale maintenant où tu crées le club, où tu t'encadres des femmes, etc., qui ont cette vie un peu entrepreneuriale, mais qui ne trouvent pas l'équilibre ou qui ont du mal à atteindre leurs objectifs, etc. Comment tu as fait pour switcher de... tu continues, mais comment tu as fait pour te dire, bon, là maintenant, c'est peut-être ça le next step de ce que je fais en thérapie brève, tu vois? J'ai pas réfléchi stratégie, j'ai juste réfléchi à mon besoin à moi. Donc, pour recontextualiser un peu, j'ai créé un groupe d'entrepreneuses qui n'a pas encore vraiment de nom officiel. Et en fait, le but de ce groupe, c'est de pouvoir se voir une fois par mois et de pouvoir définir ses objectifs de manière précise et chaque mois faire le point. Ok, ce mois-ci, il faut que j'atteigne tel objectif sur le chemin de la vision qu'on a, en fait. Et moi, j'avais vraiment envie de pouvoir faire partie d'un groupe comme ça, sauf que j'en ai pas trouvé autour de moi. Et donc, je me suis dit, ok, je trouve les personnes qui me correspondent et voilà, avec qui j'ai envie de le faire. Et je crée la structure, voilà, où on fait toute une série d'exercices d'introspection, où on se demande, ok, quel est notre point de départ, quels sont les sujets sur lesquels on se sent peut-être pas aussi avancé qu'on le voudrait, quelle est notre vision à long terme, et alors on la ramène aux objectifs d'une année, et puis chaque mois, entre nous, on se drive, on fait des fois des petits workshops, etc. Oui, tu as fait un écosystème. Mais un peu... pourquoi, à la base, tu voulais te lancer, au final, tu en as fait. Oui. Et je crois que c'est ça un peu qui distingue... l'indépendant de l'entrepreneur, au final. Comment on se définit entrepreneur? Je crois que c'est le mot création. Parce qu'il y a un moment donné, et vraiment parce que je me suis posé longtemps la question, je me disais, mais dans ma famille, ils sont tous entrepreneurs. Mais en fait, non.
Ils sont indépendants, effectivement. Donc, ils vendent leur expertise, mais ils ne vont pas aller plus loin en créant des produits. Et moi, personnellement, j'ai toujours eu, même, parce que toute ma famille est dans la restauration, comme ça, vous savez, j'ai toujours eu, même avec eux, mais faites ça, fais un livre de recettes, fais des produits. Et eux, ils sont là, mais moi, ça ne me parle pas ton truc. Et en fait, je pense que c'est ça qui distingue, c'est la création. Et c'est ce que tu as cité, j'ai créé un groupe. Et en fait, à travers la création de services, de produits, de clubs, voilà, je pense que de plateformes, je pense que ce qui distingue en fait l'entrepreneur de l'indépendant, c'est la création en fait. Ouais. Et maintenant, à partir du moment où on choisit cette voie, qui est, moi je considère atypique par la manière dont on y arrive et les différents types de services ou de produits qu'on peut proposer, la question de l'épanouissement arrive quand même à un moment donné. Et donc, c'est là où je voulais en venir, parce que c'est un peu l'objectif de notre conversation ici. C'est quand on a pris cette voie, l'objectif finalement du chemin, c'est y trouver une sorte d'épanouissement, de donner à d'autres quelque chose vraiment de concret. Je considère que si à travers ce qu'on fait, l'objectif pécunier est à 60%, 70% plus fort que le sens, dans la réalité d'être entrepreneur, on ne tient pas. Et pour vous, chacune, mais vraiment, je voudrais un tour de table, quelle est votre zone d'épanouissement et pourquoi encore dans 1 an ou 2, et peut-être même que vous êtes aussi ouvert à l'idée que ça ne soit pas éternel. Donc ma question, elle est en 2 temps. Comment vous vous épanouissez? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui va durer ou pas? Ou il y a tout à fait moyen que vous changiez d'avis? Et ça fait partie aussi du truc. Qui se lance? Vas-y, je t'en prie. Alors moi j'ai déjà un exit plan évidemment puisque je suis en préparation de levée de fonds, donc ça fait partie du processus de réflexion. Moi je sais que je veux pas le faire à vie, tout simplement parce que je pense qu'il y a tellement de choses à vivre dans une vie. L'entrepreneuriat est un volet, mais voilà, il y a 1000 autres choses qui sont sur ma bucket list, quoi. Donc moi mon exit plan, si j'ai la chance, parce qu'évidemment il y a une panoplie de si qui sont liés à ça, mais si j'ai la chance de lever des fonds et si ça fonctionne ici, l'exit plan ce serait dans 10 ans. Donc moi si je peux exit dans 10 ans, ce serait magnifique. Et puis alors voilà. Pourquoi 10 ans? Un petit peu au niveau des stats, tu as besoin de 5 ans pour qu'une start-up, juste pour que on sache si ta boîte est viable ou pas. Et puis tu rentres dans les 5 ans, tu peux développer quelque chose de plus grand. Et au même titre que tu mentionnais tout à l'heure, j'ai aussi mon vision board et j'ai aussi mes objectifs annuels et mes objectifs par mois. Moi j'ai utilisé, je ne sais plus qui l'avait créé, ça s'appelle My Life in Weeks. Et donc, c'est un petit carré par semaine. Et donc, vous avez 52 carrés. Oui, c'est assez effrayant, je trouve. Et ça remet les choses en perspective. Parce qu'on pense qu'on a plein de temps, mais on se rend compte qu'en fait, on est déjà, pour moi en tout cas, la moitié. Et donc, moi, je l'ai dans ma chambre. Il est grand. Et tous les ans, à nouvelle année, je remets la ligne en couleur. Et comme ça, je mets mes objectifs. Donc, voilà. Et donc, c'est parce que j'ai un objectif pour Apiclan. Je sais où j'aimerais bien emmener Apiclan. Et donc, je pense que 10 ans, ça devrait être bon. J'aimerais bien créer une filière de centre Apiclan où les femmes peuvent se retrouver. Ça existe déjà au Japon et dans les pays asiatiques. Mais quelque chose de ramener ça ici, où donner vie devient quelque chose de plus ritualisé et de plus respecté. Pas juste quelque chose qu'on fait en secret pendant nos 3 mois de congé de maternité. Puis on revient, on doit faire comme si rien ne s'était passé. C'est tabou, quoi, comme ça. C'est tabou, c'est secret, c'est caché. Oui, mais même de mère en fille, parce que c'est ça. On n'en parle pas, en fait, tout va bien. Pas prioriser ça dans la société, en fait. Alors qu'il n'y a personne la vie, qui serait là sans quelqu'un qui nous ait donné la vie, quoi. Clairement. Donc complètement dingue. Je trouve qu'on vit les choses à l'envers. Mais bon, on est dans un monde patriarcal encore, donc pas toujours surprenant. Mais c'est pour ça qu'on est là, pour changer les choses. Et alors, donc ça, l'exit plan, oui, dans 10 ans. Et alors, rappelle-moi la première. L'épanouissement dans tout ça. L'épanouissement. Est-ce que tu le trouves tout au long du chemin?
Je pense que c'est comme tout, c'est comme le bonheur dans la vie. Il y a des hauts, il y a des bas. L'épanouissement, il y a des hauts, des bas. Moi, l'épanouissement dans l'entrepreneuriat, c'est les rencontres humaines. Je n'aurais jamais fait ces rencontres humaines-là dans le monde de salarié. Et les conversations, donc le côté intellectuel. Le fait que je me retrouve sur mes pauses de midi à parler levée de fonds et à parler stratégie de pénétration de marché, c'est nouveau. Ça n'a jamais, au grand jamais, été mes conversations quand j'étais employée pendant 10 ans. Quoi. Ouais. Donc, le côté intellectuel, c'est vraiment mon bonheur. Quoi. C'est vraiment les rencontres humaines et les conversations qu'on a avec ces gens-là. C'est vraiment le gâteau sur la cerise pour moi. La cerise sur les gâteaux. Dans ce sens-là. Ouais. Après, c'est original. Hein. Ouais. Et toi, papa? Honneur aux invités. Oui. Ah. Emma. J'étais pas prête. Donc moi, je pense que l'équilibre, en fait, c'est une recherche d'équilibre constant. Comme tu disais, il y a pas, c'est pas un équilibre. On atteint, ok, hop, c'est bon, on ne touche à plus rien. Enfin, on ne touche plus à rien. Et puis voilà, on reste comme ça. Non, il y a toujours des paramètres différents qui viennent dans l'équation. Il y a peut-être des enfants qui arrivent ou des situations qui changent, des métiers qui changent, etc. Une évolution dans la carrière, dans la famille. Et moi, je recherche constamment cet équilibre, mais c'est presque quotidiennement en fait. Et depuis que j'ai fait mon burn-out, je suis très attentive. Je sais qu'il y a des choses, je le sens en fait, je me sens plus alignée. Et alors je réfléchis, ok, pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Et je creuse. Et après, je mets des petites actions en place pour retrouver cet équilibre. Et puis, il y a d'autres choses qui changent. Et donc, je pense que je trouve du plaisir à ce challenge constant, en fait. Et c'est la même chose aussi un peu dans le fait d'entreprendre ou de changer un peu de carrière et d'être entre les deux. C'est le challenge, en fait. C'est aussi intellectuellement être... driver, comprendre de nouvelles choses, Stimuler, ouais, voilà, le pourquoi. J'ai envie d'ajouter une question spécifiquement pour toi, pour être aussi dans un domaine qui est assez analytique, assez terre à terre. Est-ce que c'était peut-être aussi un élément essentiel pour toi d'avoir ce slash avec un métier ou une activité qui est beaucoup plus dans la part humaine, psychologique et équilibre, peut ne pas trouver du tout dans des métiers un peu plus dans les STEM, parce que on en parle comme quelque chose de... On attire beaucoup de femmes là-dedans en leur disant, écoutez, c'est un secteur porteur, ça donne une belle image. Aujourd'hui, les STEM, c'est un peu l'avocat et le médecin de l'époque. Mais je trouve aussi qu'on n'est pas assez transparente et on juge un peu les femmes qui se disent non, moi j'ai envie d'être dans un métier avec une énergie très fortement féminine. Parce que je suis désolée, mais c'est des métiers où on est dans la performance, on est analytique, on est assez déconnecté des émotions. Est-ce que c'était pour toi un élément essentiel ou pas du tout en fait, et c'est venu autrement Mais je pense que c'est arrivé suite à mon burn-out, mais ça a toujours fait partie de moi. Dans mon histoire en fait, j'ai toujours été un peu coach, je pense, thérapeute auprès de ma maman qui a vécu des choses difficiles. Et je me suis formée, après je me suis formée vraiment avec la thérapie brève, mais j'ai toute cette trousse d'outils que je ne pensais pas avoir, mais d'empathie, de questionnement, de rejoindre la personne qui se sent pas bien. Et donc, ça fait vraiment partie de moi. C'est vrai que dans les premières années de mon métier d'ingénieur, c'est quelque chose qui m'a fort manqué, mais que j'ai retrouvé un peu au travers de mes collègues, dans les liens que j'ai pu créer. Et puis après, ça a été un peu le déclic. Et voilà, moi, mon souhait, c'est que tout le monde puisse s'épanouir et trouver une voie dans laquelle il se sent bien. Et ça ne veut pas forcément dire entreprendre, parce qu'on est tous différents. On a tous des attentes, des rêves différents. Et puis, on peut avoir nos objectifs et notre vision, mais totalement coupés du secteur professionnel. Mais je trouve que la vie vaut la peine d'être vécue en ayant... les objectifs qui nous tiennent à cœur, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai répondu plus ou moins. Et du coup, la question. Du coup, par rapport à ta première question, moi, de toute façon, par rapport à l'épanouissement,
tant qu'il y a de la création, de la transmission et de l'échange, je serai toujours épanouie dans n'importe lequel des projets que je peux amener et porter. Maintenant, pour passer au prochain chapitre, ce qui va être important, en tout cas personnellement, c'est de mettre en place un système qui fonctionne. Ça va être important. Ça va être le prochain challenge, je pense, qu'on va mettre en place, en tout cas, qu'on va affronter. C'est une réponse très pragmatique. Oui, ouais, voilà. On m'attendait à quelque chose de plus... Ah, ben c'est mon côté... Ouais, non, ouais. Ok. Donc, voilà. Et donc, c'est comme ça que tu trouves ton épanouissement? Oui, tant qu'il y a cette liberté de création, c'est très important. Et transmission aussi, cet échange un peu comme tu disais. Parce que des fois, en toute transparence, on n'a pas forcément envie de rencontrer des gens. Des fois, tu as des ups, des downs. Mais c'est plutôt la transmission. Transmission du parcours, des outils, des échanges profonds. En tout cas, être la ressource et être ressourcé aussi. Donc vraiment, ce côté de transmission, c'est très important au-delà d'un échange. Voilà. Ouais. Okay. Non, ouais. Je suis proche de ça, mais je crois que c'est peut-être pour ça qu'on collabore. Moi, je pense que c'est plutôt au-delà de ça. En tout cas, pour revenir à la question, comment je trouve de l'épanouissement dans ce qu'on entreprend aujourd'hui, je pense être une personne assez spirituelle et je considère qu'on a un parcours et notre parcours est censé être utile. En fait. Donc, pour moi, entreprendre, c'est prendre de ce qu'on a eu comme carte, comme chemin, et que son histoire ou son destin serve aux gens autour de soi. Ça peut être de différentes manières. La créativité, un peintre, un artiste prend de ce qu'il a en lui, de comment il voit le monde et il le redonne et il connecte avec des millions de gens s'il y arrive. Et en fait, un entrepreneur, moi, j'ai pris beaucoup d'années à trouver mon don, savoir dans quoi j'étais bien, j'étais bonne. Et en fait, j'ai compris, et c'est très bizarre, c'est que je pouvais être bonne dans beaucoup de choses parce que je suis assez curieuse et quand je mets mon esprit dans quelque chose, je peux apprendre plusieurs choses. J'étais assez perdue dans le fait que j'avais une part assez artistique, mais à la fois analytique, etc. Et j'ai juste compris que la variété du parcours et le fait de trouver qui on est, c'est vraiment ça qui est intéressant pour moi. Et donc, ce que je trouve vraiment épanouissant dans TechSpace, pour ce que c'est aujourd'hui, c'est de voir une personne arriver, avoir un germe d'idée et de sortir de là avec une solution et une petite feuille qui est sortie de la terre. Et moi, c'est bon. Et la plupart du temps, d'ailleurs, quand la feuille est sortie, vas-y, laisse-moi tranquille. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est là où je trouve un pur plaisir. C'est vraiment être comme un engrais pour quelqu'un, comme un vecteur, une sorte de pont. Et je pense que tant que je suis ça, je suis contente. Et je sais, comme toi, par exemple, que j'aurai un exit à un moment donné, parce que j'aime justement partir de quelque chose qui n'existe pas encore pour le faire ressortir. Et donc, je sais qu'un jour, je voudrais travailler le bois et devenir designer. Mais pour l'instant, j'aime travailler avec les gens pour qu'ils trouvent leur voie. Et c'est comme ça que moi, je m'épanouis. Il y a plusieurs façons de faire. Il y a comme Emma, elle fait, mais c'est d'un point de vue beaucoup plus de la personnalité et de la vie globalement, de ce qu'on veut atteindre. Et moi, j'ai juste réussi ça au niveau carrière, donc je fais un focus là-dessus. Mais l'épanouissement, c'est comme ça que je le trouve. Et l'équilibre là-dedans, c'est que le chemin pour en arriver là a été multiple. Donc j'ai commencé par l'artistique parce qu'en fait, mon premier projet entrepreneurial, c'était les vêtements. Je voulais faire un site de e-commerce. Je sélectionnais mes propres collections, etc. Et puis, j'ai eu un problème technique avec mon site internet et ça m'a emmenée dans l'informatique.
Encore une fois, le hasard nous rattrape. Exactement. Et commencer à coder pour me rendre compte qu'en fait, il y avait une vraie problématique au niveau de la sécurité. J'étais en Afrique à cette époque-là. Il y avait des problèmes de cybersécurité, de transactions, etc. Et je reviens pour me former. Je rentre dans le monde bancaire et la finance. Et tout est curiosité. C'est juste partir d'une idée, d'un germe. Et puis, voilà, maintenant, je sens que j'ai compris votre délire. Merci. Allez, je veux voir comment je peux essayer de raconter cette histoire à d'autres personnes. Parce que tout le monde a sa petite graine. Et chaque fleur a une couleur différente. On est des germes pour Ornella. Voilà. Moi, j'aime bien les germes. J'aime bien cet aspect-là. Et je pense qu'on ne le dit pas assez, que l'entrepreneuriat, c'est finalement plein des gens qui aiment créer, comme tu disais, et qui aiment voir le processus, peut-être plus que le résultat. Je crois que la ligne est très fine entre l'artiste et l'entrepreneur, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on visualise, on imagine quelque chose à partir de rien. C'est un canevas vide. Et l'entrepreneur, au même titre que l'artiste, au même titre que l'écrivain, que le danseur, que le chanteur, c'est une page blanche avec laquelle on démarre. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont essayé d'être artistes ou qui ont les parents n'ont pas voulu, et ils sortent d'un milieu plus cartésien, et donc ils n'ont pas pu avoir cette fibre artistique qui s'est développée. Mais je pense que c'est un petit peu, pour en revenir à ton analogie, c'est la même graine, quoi. C'est la même semence. L'entrepreneur, l'artiste. C'est vrai. C'est vrai. C'est clair. Et peut-être, parce Crier, qu'on va devoir tout doucement conclure aussi, si vous aviez, Emma et Catherine, un conseil, ou plusieurs, à donner à justement une personne qui cherche sa voie et qui est peut-être attirée par l'entrepreneuriat, voilà, si vous aviez un conseil à partager, ce serait lequel? Moi, je n'irais pas dans l'entrepreneuriat si je cherche ma voie. Je scinderais vraiment les deux. Et alors aussi peut-être un peu démystifier ce truc de... on est dans un monde où, oui, on fait beaucoup... on se penche beaucoup sur le fait que les gens ne savent pas exactement ce qu'ils devraient faire avec nos métiers. On change beaucoup de métiers, il y a beaucoup de turnover. Mais est-ce que ce n'est pas le propre de l'être humain de constamment être en évolution, constamment devenir une meilleure version? Et moi, ça fait aussi 10-15 ans que je suis en recherche de moi-même. Et j'ai toujours pas plus de réponses qu'il y a 15 ans. Et donc, je me dis peut-être qu'en fait, c'est le propre de l'être humain, c'est de se dire que c'est une évolution constante. Il n'y a peut-être pas juste à un moment, j'arrive et c'est ça la réponse. Peut-être que c'est juste accepter que c'est une évolution constante. Et puis, il y a des magnifiques outils comme ceux qu'Emma mentionnait tout à l'heure avec les thérapies brèves qui peuvent nous aider à naviguer ces doutes et ces questionnements. Mais se chercher, c'est peut-être le mauvais terme parce que quand on cherche, on essaie de trouver. Et peut-être que c'est juste naviguer l'incertitude. Donc je scinderais les deux. Quand on se cherche, peut-être prendre un moment, prendre du recul, faire peut-être un moment de... je ne sais pas, partir 5 semaines, 6 semaines, peu importe le temps qu'on peut avoir, se poser loin de tout, loin de ce qu'on a l'habitude, loin de sa routine, partir en vacances pendant un moment, se ressourcer avec soi-même, se questionner sur soi-même, sur ses envies. Et alors l'entrepreneuriat, pourquoi est-ce que je n'irai pas là-dedans quand je me questionne? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un all-in, quoi. Donc, c'est vraiment tous les chips de ta table sont dedans. C'est ta vie sociale, c'est ton temps, c'est tes finances, c'est ton énergie, c'est ton sommeil, c'est tout en fait. Et donc, tu peux pas être en questionnement. Parce que tu as tellement de questions qui sont propres au business que tu vas devoir résoudre. Déjà jongler, oui, clairement. Et tes clients, et trouver ton product market fit. Et parce que c'est pas parce qu'on a une idée de business que boum, demain tout le monde la veut, quoi. Donc c'est du pivot. Comment tu l'approches, ouais. Donc on peut pas être en questionnement avec soi-même. Ou alors on peut l'être, mais ça peut pas prendre une trop grande place, quoi. On doit déjà savoir, ok, l'entrepreneuriat, ça va me prendre du temps. Je me donne peut-être autant de temps pour arriver à un tel résultat. Et c'est un petit peu le risque de jusqu'où est-ce que je vais avant d'avoir les résultats requis, quoi. Ouais. Moi, un truc m'a interpellée dernièrement, juste pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'entreprendre, c'est solutionner tout le temps.
Solution face aux problèmes constants. En fait, déjà, à partir du moment où l'essence même de ce qu'on vient de dire, c'est on voit un problème dans la société, on veut y répondre, on a compris dans quoi on est parti. On part sur des problèmes qu'on veut solutionner. Et donc, c'est ça l'exercice, etc. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec le fait de ne pas confondre qui on est avec ce qu'on fait. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on fait doit répondre à qui on est. Donc, c'est d'abord ça. Et puis, je pense. Continuer à se chercher pendant qu'on... Parce que je pense qu'on ne se trouve jamais vraiment, parce que l'équation change demain. Comme tu dis, aussi, on est aussi dans une constante évolution même de nous-mêmes, en fait. Parce qu'au final, je pense que toutes les 4 ici, je m'affirme quand même en disant qu'on n'est pas les mêmes il y a 5 ans. Donc, de toute façon, même humainement, je crois qu'on évolue. Et notre business évolue avec nous ou pas, ou à un moment donné, voilà, on laisse aller et on fait autre chose. Mais effectivement... évolution constante. Et puis, moi, je suis très forte dans tout ce qui est holistique. Et je pense qu'on vit dans un écosystème. Donc, ce n'est pas juste nous et nous-mêmes qui changeons. C'est avec qui est-ce qu'on est en contact, qui est-ce qu'on rencontre, qui est-ce qu'on laisse dans nos vies. Ces gens-là aussi vont influencer la personne qu'on devient. Donc, c'est jamais statique. C'est toujours une évolution. Donc, mon conseil, je pense qu'il y a quelque chose qui nous réunit toutes, c'est le hasard. Et je pense qu'il faut se faire confiance en la vie et au hasard qui se présente devant nous. Et ne pas avoir peur de rêver trop grand. Voilà, il y a des choses qu'on voit, qu'on imagine et qu'on voudrait. Ce serait tellement dommage de se dire ok, c'est pas possible, je reste là où j'en suis, je vais me satisfaire de ce que j'ai. Non, je pense que ça vaut la peine de vivre cette vie, cette aventure, d'avancer, d'expérimenter, de tomber, de se relever. Il y aura des difficultés, c'est sûr, mais il y a aussi plein de belles opportunités qui se cachent derrière un souhait qu'on a vraiment au fond de nous. Donc, voilà ce que je dirais. Écoutez vos souhaits. Oui, ne pas avoir peur d'être encore... avoir cette âme d'enfant qui a une envie profonde, quoi. C'est bon. Pour rebondir là-dessus, moi, ce que je me dis souvent quand j'ai des doutes, c'est... Imagine, Kat, la femme que tu seras quand tu auras 80 ans. Tu as envie qu'elle regarde en arrière et qu'elle se dise « Ah, qu'est-ce que je suis heureuse qu'elle l'ait fait » ou « Ah, qu'est-ce que je suis heureuse qu'elle ne l'ait pas fait ». Et généralement, c'est « Vas-y, tente le coup, quoi ». Toujours, évidemment, en pesant le risque, mais ce serait dommage de vivre avec... j'avais entendu ça une fois, je ne sais plus où, mais ce serait... dommage de vivre encore avec sa musique à l'intérieur de soi. Bien ça. C'est très belle phrase. Je pense que ça peut bien clôturer en tout cas le podcast du jour. En tout cas, merci beaucoup Emma, merci beaucoup Catherine, merci beaucoup Ornella, merci à moi aussi pour cet échange inspirant. Vraiment, c'était vraiment chouette. Il y a eu pas mal d'extraits, je pense. Moi, j'ai envie de dire concrètement, on n'a rien dit de tout ce qu'on pouvait dire. En fait, il y a tellement d'angles. Et en fait, j'étais en train de me dire, oh non, on n'a pas assez de temps. J'avais envie de parler d'entrepreneuriat même avec tout ce que ça coûte, parce que tu as tellement mis en avant le fait qu'on doit démystifier ce que ça veut dire et que c'est un vrai... Il faudra refaire un épisode. Oui, il faut qu'on refasse quelque chose. C'est ça la conclusion, c'est qu'il faut qu'on refasse une conversation vraiment que sur ça, sur la réalité de l'entrepreneuriat, parce que je pense que moi, je reste sur ma faim avec ça. On refera avec plaisir, oui. On refera. Un grand merci aussi. Merci à vous les filles, c'était super. Heureuse d'avoir partagé ça. Du coup, la suite au prochain épisode. Yes. on remet dans le groupe, il faut qu'on reparle, parce que vos parcours sont déjà assez lourds. Donc, la partie entrepreneuriale, je pense que c'est la partie 2. Je pense qu'il faudra faire des sujets bien précis pour aller en profondeur du sujet. Mais voilà, c'est la conclusion qu'on retire de ce première expérience. Deuxième expérience. Oui. Et donc, merci de nous avoir suivis.